Il y a 7 ans, en octobre 2017, l'affaire Weinstein ébranlait Hollywood et le hashtag MeToo était lancé, permettant la libération de la parole des femmes sur les violences sexuelles. 7 ans, c'est l'âge de raison et c'est peut-être le moment de tirer un bilan de cette révolution MeToo, de ses bienfaits incontestables, mais peut-être aussi de ses excès et de ses dérives. À l'heure où le procès atroce des viols de Mazan met en lumière la question d'une supposée masculinité toxique, faut-il dénoncer une culture du viol qui régnerait à tous les étages dans notre société ? Faut-il au contraire s'inquiéter d'un tribunal médiatique qui écraserait la présomption d'innocence et remplacerait progressivement le droit par l'émotion ? Eh bien, nous allons débattre de tous ces sujets avec mes deux invités, les essayistes Caroline Forest et Noémie Alioua. Bienvenue dans le club Le Figaroïdé. Bonsoir à toutes les deux et merci d'avoir accepté cette invitation. Caroline Forest, vous êtes journaliste, essayiste, patronne de l'hebdomadaire Franc-Tireur et vous publiez en cette rentrée ce livre Le Vertige MeToo, un livre dont on entend beaucoup parler et qui suscite le débat, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un essai où vous analysez les ombres et les lumières de ce mouvement. Vous vous demandez comment il est possible de concilier la libération de la parole avec le respect de la présomption d'innocence. Vous défendez la raison et le droit et vous préférez le slogan « Je t'écoute » au slogan « Je te crois ». Vous allez nous expliquer votre position plus en détail. Noémie Alioua, bonsoir. Vous êtes vous-même journaliste et essayiste. Et vous avez publié, vous, l'an dernier, cet essai « La terreur jusque sous nos draps ». Un cri plein de passion contre le nouveau puritanisme qui prétend réduire le rapport homme-femme à une relation de pouvoir et de domination. Vous êtes toutes les deux finalement critiques du mouvement MeToo, mais je ne pense pas exactement sur la même position. Vous allez pouvoir en discuter. Mais d'abord, Caroline Forest, je voudrais revenir sur la publication de ce livre qui vous vaut énormément de critiques, notamment chez les féministes, surtout dans le contexte pas actuel. Toutes les féministes, si je peux vous interrompre. Je n'ai pas toutes les féministes, chez les féministes LFI, chez Sandrine Rousseau, chez Clémentine Autain, mais il y a d'autres féministes, heureusement. Ben justement, on va écouter Clémentine Autain et on va voir comment elle attaque votre livre et vous allez peut-être pouvoir répondre à cette accusation qu'on vous formule en ce moment. Il y a un décalage assez saisissant entre ce moment que choisit Caroline Forest pour publier un livre qui est un véritable brûlot contre le mouvement MeToo et ce qui se passe en France, c'est-à-dire cette émotion immense devant le procès Mazan et cette solidarité avec Gisèle Pelicot qui d'ailleurs le ressent puisqu'elle dit « Grâce à vous, j'ai la force de mener ce combat ». Moment aussi de révélation sur l'abbé Pierre avec tant de décennies de silence alors que l'Église savait probablement depuis 1959, c'est ce qu'on a appris hier. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation d'avoir sapé le combat actuel ? Non, j'imagine bien que Clémentine Autain est débordée, a beaucoup de choses à faire et qu'elle n'a pas forcément le temps de lire un livre de 350 pages. Mais en l'occurrence, ça n'est pas du tout un brûlot anti-MeToo. Mais pas du tout, du tout. D'ailleurs, je raconte pourquoi je soutiens MeToo, pourquoi j'aime MeToo, pourquoi j'aime pas quand, par contre, parfois des gens font parler MeToo à tort et à travers, comme intellectuels, comme journalistes. Mais le reproche du moment, donc il n'y a pas de débat sur le fond, puisque visiblement elle ne l'a pas lu, mais le reproche du moment, il me fait sourire, parce que là aussi ça révèle tellement de la période. D'abord, on ne choisit pas le moment d'un livre par rapport à un procès Mazan, on peut pas mais surtout, si en tant que féministe, on doit décider de quand on parle en fonction de s'il y a un violeur en liberté ou un prédateur qui passe devant un tribunal, ça devient quand même très compliqué. Et surtout, le plus étonnant dans son reproche, c'est que mon livre, très exactement, défend le procès Mazan. C'est-à-dire qu'il défend que très précisément, on doit traîner en justice des prédateurs comme Dominique Pelicot. Donc moi, je soutiens évidemment Gisèle Pelicot. L'histoire de l'abbé Pierre, mon journal Franc-Tireur a mis en une l'abbé Pierre avec Tariq Ramadan et avec Dominique Pelicot sous le titre « Les prédateurs ». Donc si vous voulez, je suis totalement en solidarité avec Gisèle Pelicot. Je suis comme tout le monde bouleversée par le procès Mazan. Et c'est d'ailleurs exactement la ligne de mon livre. Donc je ne vois pas la dissonance entre ce moment et mon livre. Mais par ailleurs, il y a deux actualités que Clémentine Autain n'a visiblement pas voulu voir, qui sont tombées exactement en même temps que le procès Mazan, qui va durer 3 mois. Il y a la condamnation de Tariq Ramadan. Je raconte dans mon livre à quel point j'ai quand même un peu aidé, participé à faire en sorte que... pas autant qu'il le pense, puisqu'il croit que c'est un complot de Caroline Forest, pas du tout, ce sont ses victimes qui ont porté plainte contre lui. Mais moi, j'ai beaucoup accompagné les victimes de Tariq Ramadan, et donc je me réjouis énormément, évidemment, de cette condamnation.
Et il y a une autre actualité qui a fait beaucoup moins de bruit, dont je suis à peu près la seule à parler, qui est le classement sans suite de la plainte contre Caroline Rey-Salmon, dont personne ne connaît le visage, je suis sûre, autour de nous. Est-ce que vous pouvez raconter son histoire, parce que c'est intéressant, vous en parlez dans le livre. Exactement, c'était justement un des cas sur lesquels je m'arrête dans le livre, parce que je crois qu'il est exactement emblématique de ce sur quoi j'essaie d'alerter. Caroline Rey-Salmon, c'est une pédiatre féministe qui s'est battue toute sa vie contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et au moment où elle va être nommée vice-présidente de la Ciivise, qui est cette commission qui s'occupe justement des violences faites aux enfants, 20 minutes après sa nomination, son nom sort dans la presse comme agresseuse sexuelle, accusée d'agression sexuelle par une jeune Louison qui a 25 ans. Et quand vous lisez les titres de la presse et même les articles, en fait, parfois, vous pouvez penser que c'est quelqu'un qui a violé quelqu'un. Et quand vous continuez à lire le détail de ce qui lui est reproché, que vous enquêtez un peu, que vous creusez un peu, vous vous apercevez que cette jeune Louison lui reproche en réalité un examen que cette pédiatre légiste a dû pratiquer à la demande des tribunaux, puisque cette jeune Louison a porté plainte pour un inceste de ses 7 à ses 11 ans. À 25 ans, elle porte plainte et donc les tribunaux demandent à cette pédiatre légiste de l'examiner. Et pendant l'examen, Caroline Rey-Salmon s'aperçoit que l'hymen de Louison est intact. Et pour essayer d'aller dans le sens de sa plainte et de sa parole, elle essaie de lui faire comprendre que parfois les jeunes enfants, quand ils sont violés, pas forcément par une pénétration, mais quand même à toucher sexuellement, ils peuvent confondre les gestes. Donc elle essaie de lui montrer pendant l'examen si ce n'est pas une autre forme d'attouchement qu'elle a subi. De préciser, en fait. Exactement, pour l'aider dans sa plainte. Et cette jeune Louison va porter plainte pour agression sexuelle. Ça, pour moi, vous voyez, c'est pas MeToo. Là, on est dans une confusion à la fois générationnelle, dans une confusion traumatique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette plainte, qui va immédiatement être relayée par Mediapart, par les médias habituels à s'emballer sur ces sujets-là, va servir à annuler socialement cette femme, que moi j'ai appelée, j'étais la première journaliste à lui parler, ça faisait des mois qu'elle était chez elle, sous médicaments, dans un état que vous pouvez imaginer en dépression. Elle avait perdu ses cours à l'École nationale de magistrature. Cette histoire est absolument... Elle avait perdu toute sa réputation sociale. Et la première fois que je l'appelle, elle a vraiment une voix très déprimée. Elle me dit, vous savez, on se connaît déjà, on s'est déjà croisés. Je vous examinais à l'Hôtel-Dieu après une agression. Moi, sur le moment, je pense qu'elle perd la tête. Je me dis, elle est sous-cachée, elle est tellement déprimée, parce que j'ai jamais été agressée comme ça. Et je réalise un peu que c'est elle qui m'a examinée à l'Hôtel-Dieu quand j'ai été tabassée par les militants de Civitas au moment du mariage pour tous. Et c'est elle qui a mesuré tous les bleus que j'avais sur la colonne, le long de la colonne, pour ma plainte. Je peux vous dire que ça m'a fait bizarre de me dire, cette femme qui a fait 35 000 examens pour les tribunaux de victimes qui se retrouvent dans les médias accusée d'agression sexuelle, et le jour où sa plainte est classée sans suite, ça fait une ligne dans la presse. Personne ne connaît son visage, mais sa vie, elle a été bouleversée. Et ça, je vous parle d'un cas. Il se trouve que dans mon livre, j'en raconte des dizaines et des dizaines. Des gens, c'est des militants gays, c'est beaucoup de féministes qui sont broyés effectivement par de femmes féministes qui sont en train de se faire annuler pour des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre de MeToo. Pas du tout. Mais Clémentine Autain, par exemple, pourrait revenir à elle, et après elle mène le débat sur les violences gynécologiques. Ok, très intéressant de mener le débat comme féministe sur est-ce que les examens peuvent être moins expéditifs quand on souffre d'endométriose, si en plus on a subi des violences sexuelles, est-ce qu'on peut adapter les examens? Mais ça n'est pas une question MeToo. On n'a pas besoin d'accuser les gens de viol pour ouvrir ce genre de débat. Or, il y a une ancienne secrétaire d'État qui a été accusée de viol pour exactement ça. Un examen gynécologique jugé trop expéditif et trop brutal. Noémie Alua, comment vous réagissez à la manière dont Caroline Fourest suscite le débat et l'invective d'une partie des féministes? Je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est très révélateur de la guerre des féminismes entre le féminisme universaliste que vous représentez et les féministes dits intersectionnels qui vont avoir tendance à avoir une lecture beaucoup plus identitaire. Ce qui est terrible, c'est que ce sont aujourd'hui les féministes intersectionnelles qui battent le pavé et ce sont elles aujourd'hui qui marquent le plus la jeune génération. La jeune génération a une lecture extrêmement identitaire, une grille de lecture qui va s'intéresser aux violeurs s'ils ont le visage de l'homme blanc, occidental, hétérosexuel, etc., etc. Elles vont avoir tendance à avoir une sorte de lecture hémiplégique des événements en s'attaquant à l'abbé Pierre, en s'attaquant à certains personnages et en ne s'attaquant pas aux autres violeurs et notamment par exemple à Tariq Ramadan. Et on le voit lorsqu'on entend les femmes qui sont victimes, certaines ne sont pas
ne sont pas suffisamment entendues par ces associations. Les femmes afghanes, les femmes iraniennes, les femmes israéliennes qui ont été violées le 7 octobre. Toutes ces femmes-là, on ne les a pas entendues, elles n'ont pas été suffisamment entendues par tout un tas d'associations féministes qui aujourd'hui vous attaquent. Moi, je souscris en partie à ce féminisme universaliste. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il se marginalise, il est marginalisé, et notamment auprès de la jeune génération qui ne comprend pas la laïcité, qui ne comprend pas cette vision des choses que vous portez. Alors, c'est certain qu'on est en train de vivre le basculement de toute une civilisation vers l'âge identitaire. Et l'âge identitaire est un âge bête. C'est-à-dire c'est un âge qui réagit qu'en fonction de à qui me ressemble ou des identités, mais plus du tout des idées. Et donc, on a de plus en plus de mal à faire vivre, pas que le féminisme universaliste, l'antiracisme universaliste aussi, parce que c'est un antiracisme et un féminisme philosophe, qui est celui de l'âge philosophique, qui essaie de penser justement à l'articulation des idées et pas que des identités. Après, je ne sais pas si on sera d'accord là-dessus, parce que je vais essayer de... Ça me change un peu de ne pas me prendre juste des critiques, mais par exemple, moi je pense que cette bêtise identitaire, elle existe effectivement à l'extrême gauche, il n'y a aucun doute là-dessus, qui va trouver que les viols du 7 octobre, c'est un acte de résistance, mais par contre une micro-vexation sexiste, c'est un génocide. Enfin, vous voyez, on est dans une confusion des niveaux, dans le choix de ces cibles, qui est devenu extrêmement à indignation variable, ça c'est certain, et on est d'accord là-dessus, mais on retrouve en fait le même aveuglement depuis, alors quelque chose qui ne se dit pas féministe, mais qui utilise la question des femmes à l'extrême droite. Par exemple, vous avez des groupes comme les Némésis, qui se disent féministes, mais qui ne vont dénoncer en réalité que les viols de rue, parce que la plupart des viols de rue sont plus commis par des étrangers ou parfois des gens sous OQTF, ce qui leur permet de réduire la question du viol à un danger venu de l'extérieur ou venu de l'immigré, ce qui, quand vous regardez en réalité l'ensemble des viols, est un micro... Enfin, ça reste grave, le viol de rue, donc il faut le dénoncer. Moi, je ne fais pas au contraire d'indignation variable, je dénonce le viol de rue, et je dénonce surtout le viol, quel que soit le violeur, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine. Moi, je veux qu'on gradue plutôt en fonction... Entre une proposition sexiste ou sexuelle déplacée et une agression sexuelle et un viol, j'ai envie qu'on retrouve un peu de graduation médiatique. Je parle de la prise en parole médiatique. Et juste, je finis. L'essentiel des viols, c'est pas les viols de rue. L'essentiel des viols, c'est au sein de la famille. Ce sont des pères, ce sont des oncles, ce sont des proches, ce sont parfois des prêtres. Il y a toute la question du scandale, évidemment, de la pédocriminalité dans l'Église. Et ça, par exemple, les féministes, ou ce soi-disant féministes identitaires de l'autre côté, elles, ça, elles ne vont pas le prendre en charge. Donc vous avez deux aveuglements. Et en fait, moi, ce dont... marginal, Némésis, c'est un petit groupe de quelques jeunes femmes, et vous avez des associations qui ont des subventions publiques, qui se retrouvent sur les médias publics, etc., qui ont un pouvoir et un poids qui est beaucoup plus important. Il ne s'agit pas de défendre l'un ou l'autre, mais cette hémiplégie qui existe à l'extrême gauche, elle est beaucoup plus mise en avant dans les discours publics que cette hémiplégie que vous pouvez considérer. Honnêtement, je crois que dans la jeunesse, on a une jeunesse qui à la fois est aujourd'hui très intersectionnelle quand elle est féministe, effectivement, et puis plus visible, je suis d'accord avec vous, sur beaucoup d'espaces culturels, mais on a aussi une jeunesse identitaire de l'autre côté qui d'ailleurs se raidissant par rapport aussi à ces excès-là, vont basculer dans l'autre faux féminisme identitaire. Au milieu de tout ça, on a beaucoup entendu parler ces dernières années de féminisme, soit de la part de militantes politiques, qui ont tout à fait le droit, et dont je ne conteste pas la sincérité du féminisme, mais qui restent des chefs de partis politiques ou des porte-paroles de partis politiques, et donc elles ont aussi des priorités politiques. Et donc elles ont tendance, par exemple, à être extrêmement MeToo quand il s'agit de quelqu'un du camp d'en face, un peu moins MeToo quand il s'agit de leur parti, ou parfois s'il s'agit d'un concurrent à l'intérieur de leur parti, comme par exemple Sandrine Rousseau à propos de Julien Bayou, a déversé sur la place publique des choses qui ne sont pas de l'ordre de MeToo. Des infidélités, des mensonges à des femmes qu'on étale pour dégager un concurrent. D'ailleurs, ça a bien marché. Julien Bayou n'est plus sur la route de Sandrine Rousseau. La preuve qu'il y a quand même un souci avec l'utilisation de MeToo. Instrumental. Ou alors, on a un féminisme qui a été porté, et il fallait que ça le soit, et il faut que ça continue à l'être, par des figures du monde du cinéma, par des comédiennes. Elles l'ont fait avec brio, elles l'ont fait, elles m'ont émue, elles continueront à m'émouvoir, mais ça ne peut pas être que le cœur du débat. On est bien obligé aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait une fois que la parole est là, une fois qu'elle est libérée. Quand on est chargé, par exemple, de décider si on met un nom sur la place publique comme journaliste, on est traversé par 1000 questions. 1000 questions que j'ai traversées quand des victimes de Tariq Ramadan sont venues me voir, par exemple. D'abord, moi, j'ai commencé par douter. Je suis obligée de le reconnaître.
Parce que d'ailleurs, au départ, vous ne les avez pas encouragés à porter plainte ou à parler. Alors d'abord, vous leur reprochez d'ailleurs. Pour vous dire, en fait, dans ce livre, j'essaie simplement de raconter plein d'histoires que j'ai traversées avant MeToo, avec la bascule et après MeToo, plein de situations de gens que j'ai croisés dans ma vie où j'ai dû me poser des questions comme féministe, comme journaliste et comme réalisatrice. Est-ce que vous le regrettez à l'époque de ne pas avoir plus poussé les victimes de Tariq Ramadan à porter plainte? J'ai présenté Christelle, une des victimes, à un magistrat et ensuite elle a été menacée de mort. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé de me taire ensuite et de ne pas parler de ce qui s'était passé. Mais quand elle me contacte la première fois, les victimes de Tariq Ramadan, je suis à la veille d'un débat avec lui qui vient d'être annoncé. Ça va être le grand débat, la grande confrontation. Ma première idée, et ça je comprends que les gens ne puissent pas le comprendre, mais quand on affronte Tariq Ramadan pendant 10 ans, même quand on n'est pas du tout parano par tempérament, et je ne le suis pas par tempérament, on est obligé de penser à tout, parce que j'ai un peu tout eu face à lui. Donc on est obligé de se dire, attends, mon débat vient d'être annoncé, j'ai des femmes qui me contactent et qui me disent, j'ai des choses très très graves à vous révéler sur lui. Moi, ma première idée, c'est, il me les envoie, c'est un piège. Et puis ensuite, j'entends leur douleur. Puis j'entends des choses précises, puis je découvre qu'en fait, elles ont déjà parlé sur des forums depuis des mois, et des mois, et des mois, et des mois. Donc je demande, elles sont 3 à me contacter au début, je demande à les rencontrer toutes ensemble. Ce qu'elles me racontent ne relève pas toutes de la plainte. J'en ai 2 qui ont vécu une relation très violente et très dégradante, mais dont elles-mêmes ne formulent pas qu'il s'agit d'une relation non consentie. J'en ai une, par contre, face à moi, qui est Christelle, qui est aujourd'hui au tribunal et qui va enfin pouvoir avoir un procès face à lui, 15 ans après. Christelle me raconte une nuit d'horreur, une nuit où elle a cru mourir. Très détaillée. Elle emporte encore les séquelles quand je la rencontre, psychologiques et physiques. Et donc, je suis à la veille de ce débat, je passe le débat, il se trouve qu'elles sont dans le public, elles ont demandé à être dans le public, c'est pas moi qui leur ai demandé, j'avais au contraire peur qu'il y ait un esclandre, quelque chose, c'était déjà très compliqué à gérer. Et le lendemain du débat, je dis à Christelle, je vais te présenter un magistrat, tu racontes tout ce que tu m'as raconté, et on verra s'il peut nous soutenir, s'il peut y avoir une démarche. Le magistrat lui dit, mademoiselle, c'est très très grave ce que vous me racontez, ça mérite effectivement d'aller devant la justice, sauf que le soir même, elle me rappelle avec une voix totalement paniquée, et elle me dit, Caroline, un homme m'a suivie alors qu'elle n'habitait pas à cette adresse. Un homme m'a suivi, il m'a dit, je sais exactement qui tu as vu ce matin, je sais avec qui tu étais, je sais ce que tu t'apprêtes à faire, et si tu le fais, on retrouvera ton corps dans la Seine. Donc, elle m'a dit, Caroline, de toute façon, moi je lui avais dit, réfléchis bien, ça va être l'enfer. C'est-à-dire que porter plainte face à un violeur, c'est déjà l'enfer. Porter plainte face à Tariq Ramadan, c'est au-delà de l'enfer. Moi, j'ai vécu ce que c'est que dénoncer Tariq Ramadan pour son discours, j'ai vécu l'enfer. Je ne peux même pas imaginer ce que tu vas traverser. Je ne voulais pas l'envoyer au casse-pipe. J'ai gardé le silence pendant 8 ans, et quand Enda Ayari, et c'est pour ça que là, on va peut-être pas être d'accord aussi, moi, je critique même pas entièrement Balance ton port, parce que je sais que c'est aussi grâce à Balance ton port, il y a des aspects que je critique, que Enda Ayari, un jour, a eu le courage que moi, je ne connaissais pas, parce qu'elle avait essayé de me contacter, je n'avais pas vu ses messages. Je précise que pendant ces 8 années, moi, j'ai reçu énormément de témoignages d'autres femmes, qui ne sont toujours pas devant la justice. Mais je découvre, lors d'une conférence au Maroc, qu'une femme nommée Enda Ayari a donné le nom de Tariq Ramadan sous Balance ton port, inspirée par le mouvement MeToo et Balance ton port. Et je vois la meute se jeter sur elle pour dire qu'elle ment, que c'est une hystérique, que c'est une islamophobe, enfin le truc habituel. Et j'ai 3 secondes pour réfléchir et je décide de la soutenir et de dire en gros que je crois sa parole parce que j'ai déjà recueilli plusieurs paroles qui disaient la même chose. Et à partir de ce moment-là, elle ouvre la voie à ce que Christelle, qui honnêtement est une fille courageuse, très courageuse, il a fallu vraiment beaucoup de menaces pour qu'elle recule la première fois. Christelle décide qu'il est temps de porter plainte elle aussi. Et une autre femme et d'autres femmes vont ensuite s'y joindre. Donc ça, c'est la beauté et de MeToo. Et même Balance ton port avec tous ses excès, ça a quand même permis ça. Noémie Alua. C'est paradoxal parce que vous-même, vous critiquez aussi le slogan « On vous croit ». Parce que vous savez que lorsqu'on dit à une femme qu'on la croit, on peut aussi considérer on considère que ce qu'elle dit est vrai. Or, une femme peut mentir. Si on considère qu'une femme ne peut pas mentir, c'est une façon aussi de l'inférioriser presque. Ce slogan, il est compliqué parce que la femme peut mentir comme l'homme. La femme n'est pas un être parfait. Et à partir du moment... Ce slogan, il est problématique. Vous-même, vous le critiquez. Mais je le critique aujourd'hui parce que j'ai vu des gens en faire quelque chose d'absolument fou, en faire une interprétation littéraliste. C'est-à-dire que moi, le « je te crois » que j'ai connu d'avant MeToo,
c'était d'abord avant... en germe ce projet de délation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on croit une parole en tant que telle, on peut croire aussi des mensonges et on peut détruire des réputations. C'est le début, le verre est dans le fruit avec ce slogan. Non, mais c'est bien ce que je raconte dans le livre. Non, mais ça dépend aussi du rapport de force qu'on y met, de l'interprétation qu'on y met. Le « je te crois » d'avant MeToo, par exemple, c'est un « je te crois » dans une époque où je peux vous dire que vu ce que c'est que d'aller se plaindre, on n'a pas une forêt de micros qui vous est tendue quand vous dénoncez un violeur et un prédateur. C'est qu'une invitation au silence. Donc, avant MeToo, les gens qui dénoncent des plaintes, il y a déjà eu des fausses accusations. On se souvient de l'affaire Doutreau, où il y avait des vrais viols, et puis les enfants traumatisés ont aussi déplacé leurs accusations. Et c'était quand même très rare. Après MeToo, c'est devenu une autre époque, et le « je te crois » qui servait en fait à dire « je t'écoute, je t'entends, j'écoute ton ressenti, et je crois à ton ressenti », est devenu un « je te crois » littéraliste qui vaut jugement, tribunal, qui vaut sentence, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le droit au doute cartésien qui est quand même à la base de la démocratie, de se dire, mais par contre, avant de nommer sur la place publique, ça c'est la responsabilité des journalistes ou même des gens sur les réseaux sociaux, je vais essayer de recueillir des éléments sur le contexte, la parole de l'accusé, tout ce travail journalistique qui est aujourd'hui rendu quasiment impossible par une vision totalement fanatique du « je te crois ». C'est pour ça que je suis obligée de dire, je préfère en revenir à « je t'écoute », même si dans mon cas, le « je t'écoute » va très souvent aller vers un « je te crois » quand je suis convaincue, quand j'ai une intime conviction qu'il y a une vraie souffrance. Je voudrais juste qu'on revienne une seconde sur les viols de Mazan, parce que ce procès, effectivement, bouleverse la France. On en parle énormément. Ça devient aussi une tribune pour certaines féministes pour dénoncer ce qu'elles appellent la masculinité toxique ou la culture du viol. Et d'ailleurs, on a eu 200 hommes qui ont signé une tribune dans Libération ce week-end, parmi lesquels votre ami Guillaume Meurice, Gaël Faye, Eddy de Pretto, qui ont signé une tribune où ils s'engagent à lutter contre la domination masculine et que le viol de Mazan était une prise de conscience. Qu'est-ce que ça vous inspire, Noémie Alioua, ce discours à l'occasion de ce procès qui est effectivement absolument abominable? On est dans le summum de la violence sexuelle, de la violence masculine, on peut le dire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette manière qu'ont une certaine partie des féministes d'en faire finalement le procès de toute une société? Là, en l'occurrence, cette tribune, c'est vraiment l'exhibition de la pureté. Et moi, je m'en méfie toujours. Je pense, vous savez, à Denis Baupin, l'ancien député écologiste, qui s'était photographié avec un rouge à lèvres pour défendre les femmes. Or, cette photo était parue dans la presse, plusieurs femmes avaient ensuite expliqué qu'elles avaient été agressées, elles avaient porté plainte contre lui. Donc, si vous voulez, cette exhibition de la pureté, moi, je m'en méfie parce qu'il y a beaucoup de tartuffes. Et souvent, lorsque des hommes vont signer des tribunes de ce type pour expliquer qu'il faut se déconstruire, qu'il y a du mal à l'intérieur des hommes, etc., etc. Lorsque vous grattez un petit peu, il n'y a pas forcément que des hommes qui n'ont rien à se reprocher. Donc ça, c'est pour la tribune. Je pense qu'il faut se méfier de cette exhibition de la vertu. Mais plus globalement, sur cette façon d'accuser tous les hommes du comportement de Dominique Pellicot, je trouve ça extrêmement grave. Absolument, et des 50 violeurs, d'expliquer que c'est un système, mais qui représente la gente masculine. Je trouve ça extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que c'est une banalisation des actes de Dominique Pellicot et des hommes qui l'accompagnent. Il faut bien comprendre qu'on a affaire là à l'un des crimes sexuels les plus importants du siècle. C'est une affaire qui sidère la France et qui va continuer à sidérer la France parce qu'elle est exceptionnellement grave, parce que ce qui a été commis est d'une violence inouïe. Et tous les jours dans la presse, lorsqu'on lit les comptes rendus des audiences, on se rend compte qu'on a affaire là à quelque chose qui va au-delà de l'imagination. Et donc on ne peut pas considérer que Dominique Pellicot représente tous les hommes, sinon à banaliser le comportement de Dominique Pellicot. Et ça, c'est très, très, très important. On ne peut pas, encore une fois, banaliser ce qui s'est passé. On ne peut pas banaliser ce qu'a vécu Gisèle Pellicot, et on ne peut pas considérer que tous les hommes sont responsables de ce qui a été commis. Parce que c'est une chose de dire le viol est fréquent. Il arrive de façon fréquente dans la société sociale. Il ne faut pas le minimiser. Et c'est une autre de dire, comme on entend, c'est vrai que tous les hommes sont complices. Quand il y a une affaire de pédophilie, par exemple, ou un réseau de pédophiles qui est dénoncé, on n'entend pas des hommes dire déconstruire la pédophilie. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là une essentialisation problématique ? Ah si, il y a une essentialisation problématique. Là-dessus, je ne peux que être d'accord. Je déteste l'essentialisation, les accusations par association. Ça agrandit personne et ça ne fait pas avancer le débat. Et effectivement, ça a plutôt tendance à banaliser
le caractère extrêmement grave des faits reprochés à Mazan. Si on les met sur le même plan qu'un débat qu'on doit par ailleurs avoir, et c'est peut-être là où on sera moins d'accord, qu'on doit avoir sur la masculinité toxique. Moi, j'ai pas de problème à avoir un débat sur la masculinité toxique, ou sur, même il y a des éléments dans ce manifeste qui sont intéressants. Il y a des points où ils disent, par exemple, interroge-toi si tu es un garçon sur le fait, et si tu es marié, si tu as des enfants, si tu partages vraiment la charge mentale de la personne avec qui tu vis. Est-ce que tu t'occupes autant mentalement du soir au matin de savoir si les enfants vont bien? Est-ce que tu partages les tâches avec l'horreur des viols de Mazan? Alors justement, je finis. C'est là la question. Le continuum n'est quand même pas évident. Je pense qu'il y a un continuum entre le patriarcat et les violences sexuelles genrées. C'est-à-dire qu'il y a un continuum entre le patriarcat et le fait qu'il y ait autant d'actes de violence fait par des hommes. Peut-être que Dominique Bellico rangeait le lave-vaisselle, hein. On ne sait pas. Mais là où je suis, on peut être partagé les tâches ménagères. Mais là où je suis d'accord, c'est-à-dire que je trouve que Guillaume Meurice et des acteurs ou des écrivains s'interrogent dans un manifeste sur le fait est-ce qu'ils partagent assez mentalement, encore une fois, cette charge et leur rôle sans que leur femme ou leur compagne soient obligées de leur dire. Je trouve ça intéressant. Là où je trouve ça plus grotesque, c'est de le faire à l'occasion du procès Mazan en y voyant un lien. Et en pensant qu'en plus, on va essayer de faire disparaître la domination masculine parce que quelques garçons plus ou moins connus signent un manifeste. Là, évidemment, il y a beaucoup de naïveté. Là aussi, c'est lié un peu à l'époque. Et ça m'a aussi rappelé, effectivement, l'initiative du rouge à lèvres où Denis Baupin et quelques autres s'étaient mis du rouge à lèvres et pensaient que ça allait, quelque part, masquer une autre forme de remise en question. Donc, après, on peut avoir ce débat. Est-ce que, par exemple, là, moi, je pense qu'il y a un débat à avoir en profondeur sur comment le patriarcat provoque réellement une forme de domination qui peut générer beaucoup plus de violence et qui génère de la violence. C'est la source quand même de tous nos problèmes. Je pense aussi que, par contre, l'affaire Mazan doit nous pousser à beaucoup plus débattre de la psychiatrie, de la reproduction des viols. C'est un débat qui n'est pas assez abordé. Ça fait 7 ans qu'on est après MeToo et on se dit toujours pas, tiens, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à temps, prendre en charge à temps des enfants violés quand on sait parmi les prévenus, à quel point le risque de reproduction existe. Sur les prévenus de Mazan, vous en avez un bon tiers, un bon quart qui reconnaît avoir eu des violences sexuelles dans l'enfance. Ce sont ceux qui reconnaissent d'ailleurs plus ou moins leur culpabilité dans cette affaire. Et puis le reste, ils reconnaissent pas avoir eu une enfance difficile et ils reconnaissent pas non plus être totalement coupables. La réalité, et là il y a quand même une histoire genrée, c'est que beaucoup d'enfants violés vont avoir des démons à gérer par la suite parce qu'ils ont été forgés par cette violence. Et il va falloir beaucoup de travail pour ne pas la reproduire. Et chez les femmes, il va y avoir beaucoup de reproduction et de mise en danger. Beaucoup de femmes qui ont été violées vont aller se mettre en danger. Et ça, il faut aussi en parler. Noémie, pardon. C'est très intéressant parce que vous replacez le débat. Et il est regrettable que la plupart des associations féministes n'aient pas replacé le débat de cette façon. Parce que à quoi on assiste finalement ces dernières semaines? On assiste à une remise en cause, à une essentialisation des hommes. On ne parle pas de la barbarie, on parle des hommes, de leur façon de se comporter. On les essentialise comme si le simple fait de porter un pénis faisait de vous un affreux potentiel violeur, etc. On condamne les hommes. Et je veux dire, on ne peut pas considérer qu'on est humaniste quand on condamne la moitié de l'humanité. Et c'est pour ça que ces associations féministes-là sont dangereuses. Elles ne prennent pas le problème par le bon sens, comme vous êtes en train de le faire. Il y a une condamnation évidente et extrêmement claire des hommes dans notre société. Après, elles ne sont pas toutes aussi... Je suis d'accord avec vous, certaines sont aussi caricaturales que ça, mais même des féministes avec qui je ne suis pas d'accord forcément sur tout ne sont pas toutes aussi caricaturales que ça. Elles essaient de déconstruire la masculinité, ce qui n'est pas en soi. Les hommes, c'est une vision de la masculinité. Mais si elles considèrent que la plupart des hommes, voire tous les hommes, doivent s'excuser pour les crimes de Dominique Bellico, c'est une essentialisation. Oui, et puis vous savez, moi je pense toujours aux petits garçons et aux jeunes hommes qui sont en train de se construire, qui manquent de confiance en eux, et à qui on dit « Regardez Dominique Bellico, c'est vous ». Comment est-ce qu'ils pourraient se construire? Comment est-ce qu'ils pourraient avoir confiance en eux? Vous pensez qu'on va construire des hommes demain qui vont être des hommes qui vont être plus à même de construire des relations saines avec des femmes? Je ne suis pas du tout certaine de ça. Honnêtement, je pense que ça ne va pas les traumatiser non plus, mais néanmoins, intellectuellement, c'est absurde. Intellectuellement, on ne peut pas, et c'est ça l'essentialisation, c'est-à-dire on ne peut pas faire de la culpabilité par association et par amalgame selon les catégories. On parlait du procès d'Outreau tout à l'heure, pour ceux qui en ont encore la mémoire. Pardon, Myriam Badawi,
c'était une agresseuse sexuelle. Elle a fait violer ses enfants par l'homme avec qui elle partageait sa vie, par des voisins. Enfin, cette femme était un monstre, elle est un monstre. Est-ce que j'ai honte en tant que femme parce que Myriam Badawi existe ? C'est absurde comme raisonnement. Évidemment que c'est absurde. Et d'ailleurs, les mêmes qui font ce genre d'essentialisation quand on est sur la question du sexisme comprendraient très bien à quel point c'est absurde si on la déplace sur d'autres sujets. Par exemple, après des attentats, est-ce qu'il faut avoir honte d'être musulman ? Non, on ne demande pas aux musulmans d'avoir honte. On leur demande de condamner l'islamisme. On ne demande pas aux hommes d'avoir honte, on leur demande de condamner le sexisme. Mais on leur demande de se remettre en question aussi dans à quoi ils collaborent, ou de réfléchir, de se mettre... En fait, on leur demande de se mettre dans la peau des femmes. Ça, c'est vraiment un débat qu'on doit avoir avec les jeunes garçons, l'empathie, avec les jeunes filles. Bien sûr. Il faut qu'ils arrivent quand même... Ça s'appelle l'éducation. Enfin, éduquer vos fils, moi, je trouve que c'est un slogan qui est tout à fait recevable, et je l'entends totalement. Éduquer vos fils. Simplement, moi, je témoigne, à côté de l'école de mon fils, il y a un collage, pas de monstres, que des violeurs. C'est compliqué d'expliquer à un petit garçon qu'il y a des violeurs partout. C'est aussi... un essentialisme. Mais je voudrais revenir quand même sur quelque chose, Caroline Fourest, sur votre livre. Dans le papier que j'ai fait dans le Figaro, je vous comparais à Olympe de Gouges, vous savez, cette révolutionnaire et féministe qui a fini par se faire guillotiner parce qu'elle dénonçait les excès de la révolution par les robespierristes. Et est-ce que vous ne pensez pas que tout simplement il y a une dynamique révolutionnaire dans MeToo qui est en train de s'emballer, un peu comme toutes les dynamiques révolutionnaires. On parle de la Révolution française avec la terreur, des bolcheviks. Enfin, au début, c'est une bonne idée, on va renverser la table, avoir davantage d'égalité. Et finalement, la révolution finit par s'emballer. Et vous-même, vous êtes victime de cette dynamique révolutionnaire. Après, je vais survivre. Je vous rassure, je vais survivre. Je vois ce que vous voulez dire. En même temps, on est quand même très content. Peut-être que là, et je suis sûre que si, on est quand même... Peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais moi je suis très contente de vivre après la Révolution française. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis contente de vivre en République laïque, je suis contente que la Révolution ait gagné. Et de même que je suis totalement heureuse de vivre après la Révolution. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais... Non, on n'est peut-être pas d'accord, mais encore une fois, je pense que là, forcément, un changement aussi nécessaire après des siècles de silence, d'intimidation des victimes, de secrets de famille, dont on n'est pas sorti. On n'est pas sorti des secrets de famille encore. Forcément. Vous-même, vous dites que les secrets de famille, il y a des parts d'ombre qui resteront toujours là. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un mythe du progressisme qui prétendrait finalement faire advenir un paradis sur Terre, un monde là, c'est pas un paradis sur Terre, mais là, de fait, on est en train de progresser. De fait, vous, Eugénie, vous appartenez à une génération, vous travaillez au Figaro, qui est un bel endroit, mais moi, je suis heureuse de savoir que Eugénie Bastier, elle travaille au Figaro après MeToo, plutôt que du temps d'Éric Zemmour, quand il collait sa langue dans la gorge des stagiaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'est jamais arrivé. Mais je sais, vous n'est jamais arrivé, mais c'est arrivé à d'autres. Je suis contente de vivre après MeToo pour ça. Je suis contente qu'il y ait des femmes. Et je sais que même quand on est forte, on peut se retrouver dans des situations où on n'a pas envie d'être salie par des types qui ont même de drôles d'idées et de drôles de pratiques. Donc je suis ravie de vivre après MeToo. Mais ce n'est pas une raison pour laisser les robespierristes vouloir absolument, effectivement, utiliser MeToo pour régler en fait leurs problèmes de tyrannie. Parce que c'est toujours pareil. Moi, je ne vois pas des gens sincères quand ils vont trop loin. Je vois des gens qui sont des petits tyrans et qui s'emparent de belles causes, qui en font un prétexte pour se défouler. Et donc c'est pour ça que je dis quand MeToo est entre les mains de féministes qui ont un agenda politique, il y a quand même des angles morts et il y a quand même des règlements de compte politiques qui passent avant, visiblement, la cause. Quand on est dans l'émotionnel, quand on est dans le monde du cinéma, il y a des choses magnifiques, il y a une façon de toucher les gens. C'est pour ça que c'est important, les cas du cinéma, et que c'est important aussi que les comédiennes aient parlé depuis l'affaire Weinstein. C'est important, mais ça ne doit pas être la seule voix. Il faut que ces voix continuent, il faut que cette émotion continue. Et à côté de l'émotion, il faut qu'on puisse avoir une réflexion publique. Et ça n'est pas incompatible. Pour l'instant, on a eu beaucoup d'émotions et on n'a pas encore eu beaucoup le droit à la réflexion. Noémie Alloa. Oui, non, simplement pour rejoindre ce que vous disiez, on sait que MeToo a agi aussi comme un ascenseur social en faisant et en défaisant les carrières, notamment à Hollywood. Vous parliez de l'instrumentalisation politique. Effectivement, il y a un certain nombre de féministes qui se sont servis du féminisme pour gravir les échelons dans leur parti, pour essayer d'avoir davantage de privilèges. Donc effectivement, c'est instrumentalisé et c'est ce qui mène à des combats qui ne sont pas sincères, qui sont des combats, disons, hémiplégiques, qui vont s'attaquer à certaines causes dites féministes et pas à d'autres. Et effectivement, c'est ce qu'on voit dans le milieu du cinéma, mais aussi un petit peu dans tous les secteurs. Et même si ce sont que quelques cas, encore, ils sont plus nombreux qu'on le pense, beaucoup plus nombreux que les gens le pensent, mais je pense qu'ils vont le découvrir dans les années à venir, parce qu'ils vont commencer à voir tous les visages, les gens vont commencer à parler aussi de ce qu'ils ont subi. Mais par exemple, on est à plus de 100 personnalités mises en cause pour MeToo en France, rien qu'en France depuis l'affaire Weinstein.
sincèrement, à 90%, 95%, je pense que c'est un coup de balai nécessaire, qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui, en toute impunité, dans ces milieux, parce que ça a touché essentiellement les milieux privilégiés et exposés médiatiquement, le cinéma ou les médias, ce sont des gens qui, depuis trop longtemps, pourrissaient la vie des autres ou étaient carrément dangereux et prédateurs. Et j'ai aucun regret pour ça. Mais quand on me dit, oui, mais alors du coup, c'est pas grave si 5, 10, 20, 30 personnes ont été, pour le coup, ont perdu leur travail, leur famille, leur réputation et sont en dépression et sous cachet au passage, je dis, mais pourquoi, en fait, on ne pourrait pas faire les deux? Pourquoi on ne pourrait pas continuer à exposer les prédateurs, à mettre en garde, à essayer de protéger les gens? Et quand il y a quelqu'un qui est accusé à tort, ou qui a été victime d'un règlement de compte ou d'un abus de pouvoir, puisqu'on est féministe et qu'on est contre l'abus de pouvoir, on ne dirait pas, là par contre c'est un abus de pouvoir. C'est la seule chose que j'essaie de faire. Et j'essaie de desserrer la conversation pour dire, accepter que de temps en temps, effectivement, MeToo, qui a maintenant cette force incroyable, puisse, au nom de la tyrannie, soit de l'émotion, soit de la compassion, balayer des gens un peu trop fort. Et ils ont droit à une seconde chance, si on croit, et ils ont droit aussi qu'on respecte le droit du travail. Par exemple, il y a le cabinet de Caroline Dehaas et Gaët, quand il va dans une rédaction, quand il est embauché, il y a le cas de Télérama, de ce journaliste de Télérama, qui a été exécuté en vraiment quelques heures. Enfin, il n'a même pas su ce qu'on lui reprochait pendant des mois avant qu'on lui signifie son licenciement. Je suis sûre qu'il y a des choses avec qui c'est pas un homme parfait, hein, je veux bien le croire. Mais il y a un truc qui s'appelle le droit du travail. Quand on est de gauche, on est censé un tout petit peu en tenir compte. Moi, j'ai souvent été consultée parce que je passe ma vie à soit on me raconte une agression sexuelle et j'essaie d'aider sur comment le faire savoir et comment protéger, soit on me raconte que quelqu'un a été accusé à tort ou accusé, je ne sais pas encore si c'est à tort ou à raison, et comment on réagit. En fait, il y a plusieurs... Ça m'est arrivé à LCI, à propos d'un journaliste, par exemple, on a appuyé sur le bouton pause, enfin la chaîne a eu une bonne réaction, a interrogé toute l'équipe, tous les gens qui travaillaient avec ce journaliste, a attendu que l'enquête et la mise en cause médiatique étaient dans un autre pays, aille au bout, et finalement n'a rien trouvé, n'a rien donné. Tout ce qui était l'enquête interne n'a rien donné, et ce journaliste a pu évidemment reprendre, heureusement. Mais dans le milieu du cinéma, là on est dans le journalisme, donc les gens ont quand même l'habitude justement de mettre à distance parfois leurs craintes, leurs émotions, la peur d'être mal vus pour essayer de réfléchir, c'est notre métier. Quand vous êtes dans le cinéma, aujourd'hui, quand un acteur ou un réalisateur est accusé, la production panique. Ils ont tellement peur pour leur réputation, ils peuvent arriver à des surréactions. Et on rappelle d'ailleurs que l'Académie des Césars prévoit que quelqu'un qui est juste mis en cause dans une affaire de violence sexuelle est déjà d'office mis à l'écart, avant même qu'il soit... la cérémonie. Mais par exemple, même là, je vais dans le détail, et c'est pour ça que c'est intéressant d'écrire, d'avoir l'espace, d'avoir des livres pour aller à ce niveau-là de questionnement, parce que je me suis posé toutes ces questions. Je me suis dit, bon, mais en même temps, Gérard Depardieu au César, s'il y a une des filles qu'il a traitées comme il sait traiter parfois des assistants de réalisation ou des gens sur des tournages, ou Charlotte Arnoux, par exemple, qui porte plainte contre lui, et dont personne n'arrive à comprendre pourquoi elle est retournée, mais le mécanisme de traumatisme explique pourquoi des fois on retourne dans une situation de très grande violence. Je peux comprendre qu'on se dise, est-ce qu'il faut le laisser être dans la même pièce que ces femmes-là qui vont être du coup en très grande fébrilité pendant toute la soirée. Donc je peux comprendre que quand il y a une plainte pour des faits graves, où on pense qu'il y a un risque de quelqu'un qui ne sait pas se comporter en public et qui est capable d'attraper les femmes par les fesses, par les seins, de leur dire des horreurs, on se dit pause, on va s'épargner ce moment gênant. Par contre, le problème, c'est que c'est en train de viser des gens qui ne présentent aucun risque, ni de récidive, ni de violence, qui sont parfois accusés de choses très, 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 très légères et très isolées. Et on est arrivé à ce niveau-là aujourd'hui. Donc on est obligé de dire, attendez, restons calmes. Surtout déjà, n'enlevons pas aussi des noms des listes pour lesquelles on peut voter. N'annulons pas des films parce qu'un acteur a été accusé sans même être jugé, parce que un film, c'est une œuvre collective. On ne va pas la brûler pour les actes d'un seul homme. C'est pour ça qu'on peut peut-être avoir Sur le coup, j'ai peut-être une critique un peu plus virulente vis-à-vis de MeToo, puisque MeToo se fiche complètement du système judiciaire. MeToo cloue au pied de pilori et notamment Balance ton porc, en donnant des noms, des personnages, des carrières, qui, même si le système judiciaire les innocente, eh bien,
qui devront continuer à payer. Regardez le cas d'Ibrahim Malouf qui a été relaxé et qui malgré tout a été désinvité du festival de Deauville. Et je peux vous en citer beaucoup des exemples comme ça. C'est-à-dire que MeToo, véritablement, a détruit des carrières, a détruit des personnalités. Il y a des acteurs que vous ne reverrez jamais parce qu'il y a eu des rumeurs, parce qu'il y a eu de la délation. Et ce sont des histoires qui sont tragiques et qui sont inhérentes à ce système-là de délation qui se fiche du système judiciaire, qui ne propose pas à l'accusé de pouvoir se défendre, qui ne propose pas de se présenter devant un prétoire, qui fait une sorte de... dans l'espace d'un tribunal médiatique, qui opère ses propres procès et qui détruisent des vies. Et pour le coup, c'est là où c'est très compliqué, c'est que malheureusement, c'est tellement violent pour une victime d'aller porter plainte. Elle va tellement vivre au-delà de ce qu'elle a subi, et on le voit avec Gisèle Pelicot, elle va vivre le double, c'est la double peine d'aller devant un tribunal. C'est réellement terrible et destructeur. C'est pour ça que moi j'ai plus de compréhension sur le fait que des femmes aient parfois envie de nommer pour protéger d'autres femmes sans s'infliger 10 ans de procédure judiciaire, d'être traînées, d'être traitées de tous les noms à la barre. Je peux le comprendre. Et dans le cas de Balance ton porc, j'essaie de dire, moi je comprends par exemple que sans réaliser ce que ça allait générer derrière, sous le coup de l'émotion post-Weinstein, des femmes aient balancé des noms en disant « bah voilà, il m'a fait ça, il m'a dit ça », pour essayer de régler quelque chose qui les avait salis, sans avoir elles-mêmes à en passer par la lourdeur de la justice. Mais 7 ans après, je dis juste, il faut maintenant qu'on mesure et qu'on soit plus gradué. Autant nommer sur des forums un prédateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà fait plusieurs victimes, qui va en faire d'autres, pour essayer de trouver, par exemple, d'autres plaignantes avec qui le traîner en justice est peut-être un moyen de protéger. Et pour moi, là, dans ce cas-là, ça s'entend. Par contre, nommer quelqu'un, et je me suis posé la question, nommer quelqu'un qui vous a fait une proposition sexuelle totalement absurde et salissante, j'y raconte le cas dans le livre d'un mec, un cadre du Parti Socialiste qui, alors que je suis invitée à une conférence à La Rochelle, ne me dit même pas bonjour à l'arrivée du train, sans me dire bonjour, me dit on se retrouve à l'hôtel et on passe un bon moment ensemble. Il a signé la tribune ou pas ? Je n'ai pas vérifié. Ce serait pas très étonnant. Je réponds, je crois que vraiment vous n'êtes pas très bien informé parce que il se trouve que je n'aime que les femmes. Il me dit au contraire ça m'excite. Je lui dis alors vraiment vous, on est juste après l'affaire DSK. Je lui dis vous êtes du courant strauss-kahnien, non ? Il me dit oui, comment vous avez deviné ? Parce qu'en plus il est tellement con qu'il ne comprend pas la blague. Bref, un chimpanzé, je ne peux pas vous dire un chimpanzé. J'ai prévenu plein de journalistes politiques. J'ai dit c'est un chimpanzé, enfin faites attention. Mais je n'ai pas donné son nom, ni dans ce livre, ni sur les réseaux sociaux, parce que la destruction de sa réputation serait plus forte que ce qu'il m'a fait. Vous voyez, je suis remise. La peine serait disproportionnée par rapport La peine serait disproportionnée. Ouais. Et comme je ne crois pas qu'on va pouvoir tout régler non plus par la justice, c'est-à-dire que je suis quand même réaliste, je vois bien que même si on améliore la justice, il y a beaucoup d'agresseurs qui vont s'en sortir et qui vont continuer à s'en sortir. Ce livre a été très dur à écrire, du coup je me suis dit, mais comment on fait du coup ? Puisqu'on est tous au fond un peu jurés. On est tous amenés à avoir un avis pour savoir si il faut protéger ou pas autour de nous, comment on réagit quand on entend une accusation. Il va falloir qu'on dise ça à ciel ouvert. Comment on réagit ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, dans ces cas-là ? Et moi-même, qui me suis retrouvée dans des situations où on me rapportait des choses, où je me disais, là, si cette personne est capable de faire ça, et je pense que vraiment, il n'y a aucune raison que cette femme mente, aucune raison que cette femme mente. Tiens, il y en a une deuxième qui dit exactement la même chose, elles ne se connaissent pas. Il faut leur donner du courage, et c'est ce qu'a fait Balance ton porc. Quand même, pour encore une fois, les victimes de Tarek Ramadan, ça a permis de briser l'impunité et les menaces, et ça leur a permis d'aller au tribunal. Mais ça finit quand même toujours devant un tribunal. Mais je reviens à Ibrahim Malouf. Quand le tribunal n'arrive pas à passer, quand la justice n'arrive pas à passer, ça arrive dans plein de cas. Parce que c'est un parole contre un parole, parce que c'est une agression qui a eu lieu dans un lieu où il n'y avait pas de témoin. Ensuite, on est tous obligés de se faire un avis, et c'est pas facile, sur est-ce que cette personne est quand même dangereuse ou pas. Ibrahim Malouf, moi j'ai lu tout l'arrêt de la cour d'appel. Et c'est parce que je suis convaincue qu'il n'est pas dangereux et qu'il a plutôt même réagi, après s'être mis dans une situation où il n'aurait pas dû se mettre, il a plutôt bien réagi pour ne pas justement qu'elle dérive, que c'est pour ça qu'il est relaxé et que c'est pour ça qu'il mérite qu'on lui fiche la paix désormais. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, il y a assez peu de personnes, y compris parmi les journalistes, qui sont partis lire la décision de justice. Parce que lorsqu'un nom est balancé sur les réseaux sociaux, peu importe la décision de justice, une carrière peut être détruite. Et c'est ça qui est dramatique. Je voudrais juste qu'on écoute Judith Godrèche, qui a fait une petite vidéo sur Instagram où elle réagit justement encore à vos propos. Et elle a un mot qui est, je trouve, intéressant. En tout cas, je voudrais vous faire rebondir là-dessus. On l'écoute. Hier, une auditrice, Laurence, prenait la parole sur France Inter pour dire, en tant que victime, qu'une telle posture fait reculer la cause des victimes en France.
Mais pour la journaliste, ce n'est que du ressenti, alors qu'elle revendique de parler au nom de la raison. Pourtant, le féminisme a bien montré la nécessité de faire une place au ressenti. C'est ça le sens de « je te crois », non pas « je t'écoute ». Et c'est moi qui déciderai en tant que personne raisonnable, rationnelle, experte, la vérité de ce que tu dis. C'est moi qui vais nuancer ton cri. Mais je te crois, car ton expérience te donne une forme de lucidité. Oui, alors on voit là, il y a une opposition entre d'un côté le ressenti, de l'autre la raison, d'un côté le cri, de l'autre la nuance. Est-ce que dans la société dans laquelle on vit, Caroline Forest, vos discours sur la raison, sur la nuance sont encore audibles face à ce genre de discours sur, effectivement, c'est le ressenti qui compte? J'espère, sinon je n'écrirais pas des livres et je ferais pas, sinon j'arrêterais d'essayer de crier moi aussi, parce qu'en fait c'est un cri ce livre aussi. Il faut aussi qu'il soit entendu, mais c'est très révélateur ce que vient de dire Judith Godrèche. D'abord, c'est pas moi qui oppose le ressenti et le réfléchi, c'est elle. Moi, je n'oppose pas les deux. Ouais. C'est lorsque je viens de dire, je ressens aussi l'importance de MeToo, je soutiens MeToo, mais je voudrais qu'on réfléchisse à dans quelles circonstances on nomme et comment on réagit selon la gravité des faits reprochés, selon la gravité des accusations. On m'envoie une auditrice qui dit « je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas entendre votre parole, je ne veux pas vous écouter, parce que moi je suis victime et que pour moi c'est inaudible ». Et je lui dis, mais madame, ce sont deux niveaux différents. Moi, je ne vous dis pas que vous ne ressentez pas ce que vous ressentez parce que je voudrais y réfléchir. Ce que vous ressentez, c'est votre vérité. Je l'écoute, il y a beaucoup de fois où je la crois, et je partage complètement votre parole et j'ai envie qu'on continue à l'entendre. Est-ce qu'on peut aussi ensemble parler, pas de la souffrance, pas du ressenti, mais du réfléchi? Et c'est là, Judith Godrèche oppose les deux. Par exemple, quand elle a parlé de son ressenti, de son cri, qu'elle a dit ce qu'elle a ressenti en voyant notamment cette archive de Benoît Jacot parler d'elle, de son désir, cette archive dégoûtante, d'un réalisateur que je trouve dégoûtant. Et j'ai trouvé magnifique la façon dont elle a parlé de son ressenti. Et j'ai trouvé magnifique son cri. Je l'ai porté avec elle, je l'ai soutenu, je le dis dans le livre, je dis à quel point il m'a ému. Et j'ai moi aussi aimé son court-métrage qui porte ce cri. Là où on est peut-être moins d'accord, c'est quand le fait de ressentir vous vaut qualité absolue de jugement et de sentence. On ne peut pas être à la fois le ressenti et le réfléchi. On a tout ça en nous, mais il faut accepter que les deux coexistent pacifiquement. Il ne faut pas les opposer, il ne faut pas annuler et refuser d'entendre la parole du réfléchi parce qu'il y a la parole du ressenti. Et donc, quand Judith Godrèche passe de victime à procureur et décide qui a le droit de parler ou pas, qu'on peut accuser tout le monde parce qu'on ressent quelque chose, c'est là où je dis, pardon, ça n'est pas faire offense à votre ressenti que de demander à réfléchir. C'est ma parole à moi là, que vous essayez de ne pas entendre. C'est mon cri à moi que vous essayez d'étouffer. Je ne dis pas que c'est le même, je ne dis pas que c'est la même souffrance. Je dis juste, tout le monde a le droit à la parole en fait. Noémie Alua, quel regard vous jetez sur cette écoutez, on a l'impression que ce sont les traumatisés qui doivent faire les lois. Les gens qui ont vécu des traumatismes qui seraient à même de mieux penser les choses que ceux qui n'ont pas vécu des traumatismes. Or, je pense qu'au contraire, lorsqu'on est autant impliqué, lorsqu'on est autant victime, notre vision des choses est brouillée. On n'est pas capable de faire justement la distinction, de faire preuve de raison. On est complètement noyé, soit par le chagrin, soit par le traumatisme, soit par des passions tristes. Et on n'est pas capable justement d'avoir une vision claire des choses. Donc moi j'ai entendu votre passage effectivement à France Inter qui était très intéressant, avec votre parole, qui est une parole construite, intelligente, raisonnée, et celle, sur le coup, de la personne de l'auditrice qui s'exprimait et qui était dans un désarroi, dans une souffrance qu'il fallait entendre, évidemment. Mais est-ce que cette souffrance-là doit ensuite permettre de développer des voies générales comme pour tout le monde? Est-ce que parce qu'une femme a subi les pires traumatismes de la part d'hommes, eh bien on doit considérer que tous les hommes sont susceptibles de créer des traumatismes de cette façon-là? Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il faut justement distinguer la parole de la victime qui souffre, qui doit être entendue, qui doit être prise à bras-le-corps, mais qui ne doit pas être prise comme une parole susceptible de créer de l'intelligence sur un traumatisme ou sur un vécu.
Mais là, on touche Caroline vraiment Forest. au cœur de notre époque. C'est-à-dire qu'on est passé de l'héroïsation, de l'insensibilité, c'est-à-dire on était dans l'ultra-virilisme et tout le monde devait être absolument coupé de ses émotions pour être des guerriers, pour être des héros. Et on est passé à une ultra-victimisation où, au contraire, pour être, au fond, valorisé et pour avoir une parole qui doit dominer toutes les autres, il faut être victime. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la place du ressenti. L'émoi ne peut pas faire la loi. Et donc, effectivement, autant la loi peut s'appuyer sur l'émoi, la loi peut corriger des choses parce qu'elle a entendu, grâce à l'émoi, qu'il manquait quelque chose, que quelque chose pouvait être corrigé. Mais ce n'est pas comme ça qu'on écrit des textes, ce n'est pas comme ça qu'on écrit qu'on fixe une éthique collective. L'éthique collective, elle doit tenir compte et des émotions et, encore une fois, de quelques règles pour éviter de faire d'autres victimes. Parce que là, il y a une parole qui est étouffée. Derrière la parole des victimes qui dénoncent, il y a la parole de ceux qui sont dénoncés. Je reviens à mon exemple du début. Caroline Rey-Salmon, qui soigne et qui a accompagné des victimes toute sa vie, au nom de quoi sa souffrance à elle, on n'a pas le droit de l'entendre. Au nom de quoi? Parce que Judith Godrèche a vécu 6 ans avec Benoît Jacot, qui est l'homme qu'il est, Caroline Rey-Salmon, elle, on devrait taire sa souffrance. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de complètement incohérent. Or, mon livre, encore une fois, dit Judith Godrèche a raison de dénoncer ce qui lui est arrivé. Adèle Haenel a eu raison de dénoncer ce qui lui est arrivé. Mais Caroline Rey-Salmon, elle a morflé, quoi, aussi. Et moi, puisque personne n'est là pour le dire à sa place, moi, j'ai envie de le dire, avant qu'il y en ait d'autres. Et il y en a de plus en plus. Des gens, enfin, encore une fois, je pourrais faire une liste de tous ceux qui ont disparu de notre espace public et on s'en est même pas rendu compte. Des Christophe Girard, des Julien Bayou, des Asia Argento, par exemple. La comédienne qui a été un peu une des figures de l'affaire Weinstein. Elle-même a été dénoncée. Donc, elle porte avec beaucoup d'émotion, y compris à Cannes, ce qu'elle a vécu dans des chambres d'hôtel, l'ambiance avec des prédateurs sexuels comme Weinstein. Quelques mois plus tard, quelques années plus tard, elle se retrouve accusée par un jeune acteur d'avoir été agressée sexuellement dans une chambre d'hôtel où ils ont bu du champagne, où ils ont pris des substances et où elle disait c'était ma mentor, je l'admirais, mais j'avais pas envie de coucher avec elle. Eh bien, Asia Argento, elle est annulée aussi, d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, c'est sans fin. Voilà, c'est ce que je disais. Souvent, la révolution dévore ses enfants et les figures de proue se finissent par se faire dévorer par une nouvelle radicalité puisque, effectivement, il y a une nouvelle radicalité qui naît à l'extrême gauche et qui finit par déporter tout le monde à la droite du champ politique, ce qui vous vaut aujourd'hui d'être accusé d'être réactionnaire, conservatrice et j'en passe. Mais ma crainte surtout, parce que justement, je sais comment est fait l'histoire, c'est-à-dire que c'est fait justement de mouvements de balancier, quand on va très loin dans une direction, et là, sincèrement, ce qui n'est pas juste, c'est que ça fait des siècles qu'on est beaucoup trop loin dans la direction de la domination masculine et que ça fait que 7 ans qu'on essaie d'aller dans l'autre direction. Sauf que néanmoins, je sais les retours de bâton quand il y a des avancées féministes. Si on laisse passer autant d'incohérences et d'abus de pouvoir au nom d'un hashtag qui est MeToo, on va se retrouver avec des retours de bâton antiféministes. Et moi, c'est surtout que je n'ai pas envie de vivre dans le monde des retours de bâton. Donc j'aimerais qu'on les arrête à temps et avant. Mais merci beaucoup à toutes les deux pour ce débat passionnant et on a essayé de faire place un peu à la nuance et au détail et à la précision et je pense que c'est très important. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir regardé le club Le Figaro Idée. N'oubliez pas de nous suivre en podcast et de nous écouter en podcast et de nous suivre également sur YouTube. Très bonne soirée à tous.